L'apparence physique d'Elira était tout simplement époustouflante. Sa peau scintillait d'une lueur irisée qui semblait danser entre des nuances d'argent et de lavande, tandis que ses yeux brillaient. C'était comme si elle appartenait à une civilisation dont la beauté et la grâce étaient des légendaires à travers la galaxie. Sur Zarathia, une planète dans l'immensité de l'univers, les étoiles scintillaient comme des diamants éparpillés sur une toile de velours sans fin. La princesse Elra, joyau de sa peuple, se tenait parmi eux. En tant que seule héritière du trône zarathien, Elijah portait le poids de toute sa civilisation sur ses épaules délicates. Ses journées étaient remplies de réunions de conseils de négociation de traités et de devoirs cérémoniels, laissant peu de place aux poursuites personnelles. Ses longs cheveux soyeux cascadaient dans son dos en vagues d'améthyste liquide, réfractant la lumière en motifs envoûtants. Sous ses traits saisissants, cependant, se cachait une aura de royauté et de sagesse bien au-delà de ses années. Chaque interaction, sourire et mots prononcés par la princesse pouvait être perçu comme une déclaration politique, résultat du poids de sa position et de la nécessité de garder ses distances avec ceux qui l'entouraient. Malgré l'admiration et l'émerveillement qu'elle suscitait chez tout le monde, elle restait une figure mystérieuse, avec un air de réserve poli, mais impénétrable. En tant que diplomate, Zarathia devait garder ses émotions sous contrôle, en raison de la nature à enjeux élevés des nombreuses négociations auxquelles elle participait, alors qu'elle naviguait dans des relations intergalactiques de plus en plus compliquées. Cette pratique s'étendait même à ses conseillers les plus proches et aux membres de sa famille qu'elle tenait à distance. La chaleur naturelle d'Elra était devenue une denrée précieuse à utiliser avec parcimonie, car elle s'était habituée à être en alerte constante. Cependant, un désir silencieux de véritable connexion résidait toujours en elle. Elle se retrouvait souvent à regarder par les fenêtres du palais de cristal, observant les vaisseaux stellaires, venus de mondes lointains, aller et venir, chacun portant des histoires et des vies. Si, de l'autre côté de la galaxie, la Terre poursuivait sa rotation régulière autour d'une modeste étoile jaune, inconsciente des drames cosmiques qui se déroulaient dans des systèmes lointains. Ici vivait Marcus Shen, un homme dont la vie était complètement différente de celle de la princesse extraterrestre. Il était un ingénieur talentueux. L'univers au-delà de Zorathea l'appelait promettant aventure et découverte, mais le devoir la maintenait fermement ancrée à son trône. Ainsi, elle gardait ses distances, préservant à la fois sa dignité et son cœur des inévitables exigences de sa position. Son éducation dans un appartement exigu au-dessus de l'atelier de réparation en difficulté de son père était tout sauf ordinaire. Ses parents immigrants avaient sacrifié tout pour l'avenir de leurs enfants, et ils passaient des heures enfants à démonter et remonter des objets pour mieux comprendre leur fonctionnement. Maintenant, il passe ses journées entouré du bourdonnement des machines et de la lueur des écrans d'ordinateur, assemblant les pas hésitants de l'humanité vers le grand inconnu. Marcus s'était distingué de ses collègues, qui poursuivaient l'exploration spatiale par des voies académiques, en s'appuyant sur sa détermination inébranlable et son expérience pratique. Ses mains, bien que calleuses après des années de travail, montraient une délicatesse extraordinaire lorsqu'il manipulait des composants et des circuits complexes. Les murs de son humble appartement racontaient-ils l'histoire de ses passions avec des manuels techniques alignés et des croquis de conception théorique de vaisseaux spatiaux partageant l'espace. Son avancée est survenue lorsqu'il a créé un système de propulsion révolutionnaire à partir de matériaux recyclés, ce qui a attiré l'attention des chercheurs seniors qui ont vu son talent exceptionnel. Malgré tout cela, Marcus a conservé une attitude incroyablement modeste. Sa personnalité sociable et son sens de l'humour aiguisé le rendaient populaire auprès de ses camarades. Mais il avait du mal à rester immobile pendant les symposiums scientifiques et autres événements formels. Au lieu de cela, il cherchait du réconfort dans le domaine pratique des problèmes d'ingénierie et de leurs solutions. Le domaine était sa quête incessante de connaissances sur l'intelligence extraterrestre. Alors que ses collègues se perdaient dans les avancées technologiques, Marcus restait éveillé tard le soir à lire des rapports de xénobiologie et des analyses culturelles des espèces extraterrestres connues. Il était convaincu que comprendre les langues extraterrestres serait essentiel pour l'exploration spatiale de l'humanité, alors il les étudiait pendant son temps libre. Son uniforme de travail toujours un peu ébouriffé et taché d'huile témoignait de son engagement. La nuit, il se plongeait dans des projets qui fusionnaient l'ingénierie mécanique avec des interfaces biologiques,
rêvant d'un avenir où les humains pourraient établir des connexions authentiques avec une intelligence extraterrestre. Cet enthousiasme allait au-delà de son travail. Marcus croyait fermement qu'un dialogue constructif avec des cultures extraterrestres pouvait apporter des réponses à certains des problèmes les plus critiques de la Terre. L'établissement où travaillait Marcus était toujours en effervescence, avec des scientifiques et des ingénieurs du monde entier, collaborant sur des projets couvrant tout le spectre de « cela devait être une mission diplomatique ordinaire ». Les dirigeants de la planète Zorath avaient donc convenu d'envoyer une délégation sur Terre pour discuter de possibles accords commerciaux impliquant des minéraux rares découverts sur la planète de la princesse Elra. Cependant, au milieu de ce chaos contrôlé de l'inventivité humaine, le destin intervint préparant Marcus à une rencontre qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même et l'univers. L'Agence spatiale de la Terre, désireuse de tisser des liens plus forts avec les civilisations avancées, a organisé une grande cérémonie d'accueil à leur station de recherche orbitale. Ses conseillers qui avaient pris plus de responsabilités dans les relations interstellaires ont argumenté contre le fait qu'elles prennent les devants, citant des préoccupations de sécurité et le protocole d'envoyer des diplomates de rang inférieur pour les négociations préliminaires. Cependant, quelque chose dans la sphère bleu-vert de la Terre capturée dans des scans détaillés lors de précédentes missions de reconnaissance avait captivé son imagination. Le jour de l'arrivée des Zorathians, la tension crépitait dans les couloirs de la station. Les protocoles de sécurité avaient en été triplés et chaque membre du personnel avait reçu des instructions strictes pour maintenir une attitude professionnelle. Marcus, qui avait consacré des mois d'efforts à développer un nouvel ensemble de communication expérimentale, avait pour tâche de superviser les ajustements de dernière minute de l'ensemble, tandis que les techniciens s'affairaient à finaliser les préparatifs. Tout en effectuant les derniers tests de diagnostic sur l'équipement de communication, l'esprit de Marcus était envahi de questions sur la culture, les pensées et la manière d'être des extraterrestres. La princesse Elra apparut sur le pont d'observation de la station dans un éclat de lumière ressemblant à une navette de Zarathustri. Cette rencontre, cependant, devait être sa première rencontre directe avec des extraterrestres et il se sentait étrangement distrait. Procédure d'amarrage. Marcus aperçut la délégation extraterrestre pour la première fois à travers le verre renforcé. Son cœur se serra alors qu'il fixait son regard sur la figure occupant le centre du groupe. Les mouvements gracieux de la princesse et sa présence radieuse illuminèrent l'environnement stérile et métallique de la station spatiale, dépassant ses attentes. Le protocole exigeait que tout le personnel garde ses distances jusqu'à ce que les présentations officielles soient faites, et Marcus observa Elra évaluer les personnes présentes. Debout derrière la barrière protectrice des équipements de surveillance, Marcus avait du mal à se concentrer sur ses tâches techniques. Ses doigts flottaient au-dessus des commandes, mais son comportement, une légère inclinaison de la tête en observant les délégués humains ou une fixation sur certains visages, suggérait une curiosité qui égalait la sienne. Elle écoutait son ambassadeur échanger des salutations formelles avec les représentants de la Terre, son expression ne trahissant aucune de ses pensées. Panneau alors qu'il tentait de comprendre la réalité du contact extraterrestre qui se déroulait devant lui. Ce qui attira vraiment son attention, cependant, ce n'était pas la beauté éblouissante de la princesse, mais plutôt l'équilibre délicat entre son assurance et sa vulnérabilité, alors qu'elle semblait absorber chaque détail de cette rencontre historique, tout en conservant son port royal. Alors que les formalités commençaient, Marcus observa qu'Elra s'était légèrement éloignée de son entourage, assurant une distance sécuritaire à la fois avec le sien et avec le leur. La construction délibérée de ces murs reflétait les barrières émotionnelles dont il avait lu dans les briefings diplomatiques, tout comme l'approche caractéristique des Zarathiens en matière de relations interespèces. Malgré cela, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelqu'un comme lui était profondément touché par cette rencontre historique. En arrière-plan, l'ensemble de communications qu'il avait aidé à concevoir bourdonnait doucement, tandis que les traducteurs commençaient leur travail de traduction des langues terrestres en des motifs harmoniques complexes préférés par la civilisation zarathienne. Marcus, le conseiller technique. Malgré ses obligations professionnelles, Marcus ne pouvait s'empêcher de ressentir une forte attirance envers la princesse. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers les stations techniques, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un parmi les humains rassemblés.
Les formalités semblaient s'éterniser et il ne pouvait s'empêcher de ressentir un tiraillement entre ses responsabilités professionnelles et son désir écrasant de trouver un moyen de combler le fossé entre leurs espèces. La cérémonie a duré ce qui semblait être une éternité chaque instant, étant remplie de possibilités inexprimées. Les mains de Marcus, habituellement si stables lorsqu'il ajustait des instruments délicats, tremblaient légèrement, ce qui remettait en question sa conviction profondément ancrée selon laquelle une connexion authentique pouvait exister même à travers les plus larges fossés culturels. Il prit conscience de la manière dont elle contrôlait chaque mouvement, geste et regard avec une telle précision. Alors qu'il effectuait ses inspections habituelles de l'ensemble de communication, ses pensées étaient remplies de calculs et de probabilités, non pas de défaillance technique mais sociale. Le froid attendu de la princesse contredisait sa croyance selon laquelle des connexions authentiques pouvaient transcender les frontières des espèces. Chaque déclaration diplomatique semblait encore plus isoler les orathéons des humains, transformant la réunion historique en une performance maladroite de protocole. Incapable de contrôler son irritation croissante, Marcus se retrouva à prendre des décisions en une fraction de seconde. Des décisions qui allaient à l'encontre de toutes les règles qu'on lui avait enseignées. Alors que la princesse faisait son chemin cérémoniel autour de la plateforme d'observation, quelque chose se brisa en Marcus. Peut-être que c'était le stress accumulé après des mois d'entraînement, l'attrait d'une culture extraterrestre, ou simplement son désir écrasant de percer les barrières soigneusement construites de la princesse. Quoi qu'il en soit, il a agi par instinct et a lâché « Salut mignonne », sa voix brisant l'atmosphère formelle, comme un météore entrant dans l'atmosphère terrestre. En un instant, l'assemblage auquel il avait contribué éclata en un kaléidoscope de tons symphoniques qui résonnèrent dans toute la pièce. L'attention de tout le monde se figea, alors qu'il se tournait vers lui-même ses collègues horrifiés. La peau irisée d'Elira se transforma en un kaléidoscope de couleurs que Marcus n'avait jamais vus auparavant, un enchevêtrement de bleus électriques et de violets profonds qui descendaient le long de ses joues et de son cou. Ses yeux brillants avec leurs pupilles dilatées se rétrécissant. Les mouvements habituellement gracieux d'Elira devinrent hésitants et timides, alors que ses mains s'agitaient nerveusement à ses côtés et que son expression passait de dignitaire solennel à une créature effrayée, prise dans des circonstances inattendues. Son masque diplomatique glissa complètement, révélant une émotion brute qui transcendait les barrières entre les espèces. En conséquence, son apparence a changé de manière spectaculaire. Les marques bioluminescentes de la princesse pulsaient au rythme de sa respiration accélérée, créant un spectacle spectaculaire qui illuminait tout le pont d'observation. Ces schémas de discours normalement mesurés se sont dissous en une série de notes musicales douces, l'équivalent zaratien du rire nerveux. Le reste de sa délégation se figea clairement, aussi choqué que tout le monde dans la pièce. Ce qui suivit fut encore plus étonnant. Ella, essayée de Marcus, resta captivée, observant alors que les efforts de la princesse pour se calmer semblaient amplifier sa réaction. Son teint autrefois lumineux devint d'un profond violet améthyste, suggérant un mélange d'extrême embarras et de plaisir inattendu. La distance adulte qu'elle avait maintenue pendant la cérémonie disparut, remplacée par une innocence presque enfantine. Marcus se retrouva au milieu d'un incident dont on parlerait sûrement pendant des années, alors que l'atmosphère diplomatique soigneusement orchestrée se dissolvait en quelque chose de bien plus réel et imprévisible. La réaction de la princesse, qui la rendait plus accessible que n'importe quel protocole royal n'aurait pu le faire, semblait déclencher une réaction en chaîne parmi sa délégation. D'autres orathéens commencèrent à montrer des signes d'amusement, réprimer leurs motifs bioluminescents, scintillant de manière à suggérer qu'ils luttaient pour ne pas éclater de rire. Les cercles internationaux pour les années à venir. L'humiliation que la princesse avait ressentie avait des conséquences de grande envergure, et alors que les formalités reprenaient, bien que dans un cadre beaucoup plus détendu, Marcus remarqua un changement dans le comportement d'Elra. Elle avait cessé de garder ses distances et trouvait maintenant des excuses pour visiter sa station plus souvent que nécessaire. Chaque fois que leurs chemins se croisaient, ces motifs bioluminescents changèrent de couleur, révélant une gamme complexe d'émotions qui défiaient. Pendant une pause dans les cérémonies, le docteur Elena Martinez, la principale xénoxychologue du projet, s'approcha de Marcus et murmura « Vous avez fait quelque chose de remarquable.
Sa réaction suggérait qu'elle éprouvait quelque chose de similaire à l'infatuation humaine, mais amplifié par leurs réponses physiologiques uniques. Les motifs de couleur, dit-elle, diffusaient son état émotionnel à tout le monde dans la pièce. La précision diplomatique habituelle d'Elra était pleinement exposée. Semblait être affectée par sa récente réalisation que Marcus était là. Dans les conversations suivantes, elle se laissait parfois distraire lorsqu'il entrait dans son champ de vision, sa belle voix se brisant en plein milieu de la phrase. La délégation zaratienne gérait gracieusement ces incidents, blâmant la tension des négociations, mais Marcus pouvait dire que les attendants d'Elra disaient la vérité lorsqu'ils échangeaient des regards entendus. L'incident a eu un impact au-delà de ses interactions personnelles, alors que la nouvelle s'est répandue dans toute la station. Les conversations qui étaient alors formelles ont commencé à incorporer des éléments plus décontractés. Les deux espèces étaient prêtes à partager des aperçus culturels et des anecdotes personnelles. Marcus se retrouva à devenir un lien non officiel entre les groupes. Sa violation initiale du protocole l'a ironiquement placé comme le pont parfait entre les mondes. La vulnérabilité apparente de la princesse a encouragé le personnel humain, qui avait auparavant été intimidé par les visiteurs extraterrestres, à les approcher avec plus de facilité. La fascination des humains pour lui semblait ouvrir les vannes aux questions sur la culture, les traditions et la vie quotidienne des Zoratiens. Les extraterrestres, quant à eux, semblaient plus à l'aise pour discuter de sujets qui avaient auparavant été tabous pour des raisons diplomatiques. Mais il y avait encore des complications. Plusieurs membres de la délégation zaratienne semblaient inquiets du comportement inhabituel de leur princesse et ils l'écartaient parfois pour des consultations privées. La princesse sortait de ses conférences déterminée à ramener une certaine formalité au débat, mais sa résolution s'effondrait dès que Marcus croisait son regard. Les effets allaient au-delà des simples dynamiques sociales. Les équipes techniques ont commencé à mieux collaborer avec les experts zoratiens qui ont commencé à révéler des informations auparavant cachées sur leur technologie. Les rapides éclats de tons harmoniques ont submergé les systèmes de traduction et ont suggéré des implications plus profondes que Marcus ne pouvait pas comprendre pleinement. Bien qu'il y ait eu de nombreux développements positifs tels que des échanges scientifiques qui allaient au-delà du partage prudent de données pour devenir de véritables partenariats de résolution de problèmes, et même le succès du personnel de restauration à adapter la cuisine terrestre au goût zaratien, il y avait aussi une tension croissante. Les traditionalistes des deux côtés de la délégation étaient inquiets de l'atmosphère changeante, et les canaux diplomatiques formels peinaient à contenir le flot d'interactions informelles. Les protocoles de sécurité ont été mis à rude épreuve par l'augmentation du trafic. Au cours des jours suivants, Marcus se retrouva de plus en plus impliqué dans la situation en cours. La réponse de la princesse avait ouvert des portes que ni l'un ni l'autre n'avaient osé franchir auparavant, menant à des opportunités de compréhension qui allaient au-delà des frontières diplomatiques traditionnelles. Cependant, ces opportunités ont également apporté des défis que ni Marcus ni la princesse n'avaient anticipés. Bien que les réunions officielles se soient déroulées comme prévu, Elira aurait pu prévoir qu'elle s'aventurerait dans un territoire inexploré où les sentiments personnels et les devoirs officiels s'entremêlaient de manière complexe. Les conséquences de cette salutation fatidique allaient à l'encontre de la sagesse diplomatique conventionnelle. La princesse avait encore du mal à garder son calme, chaque fois que Marcus apparaissait, ce qui modifiait la dynamique des réunions. La salle a commencé à apporter de petites modifications au processus de négociation. Elle a suggéré des séances d'échanges culturels où les humains et les Zoratéens pourraient interagir dans des cadres moins formels. Ces sessions ont révélé des aspects intéressants de la société zoratienne. Lors de l'une de ces sessions, Elra montra à Marcus comment l'espèce zoratienne s'exprime artistiquement à travers des spectacles bioluminescents. Ces motifs devenaient inconsciemment plus complexes en réponse à sa présence. Sa délégation l'a aidé à créer un spectacle de lumière qui communiquait. Les humains pouvaient exprimer leurs sentiments et leurs pensées à travers la musique et les arts visuels d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas. Cela a conduit à des partenariats inattendus qui ont combiné les traditions créatives de la Terre avec les capacités biologiques du peuple zoratien. À mesure que les discussions techniques avançaient, les équipes d'ingénierie découvrirent que les principes sur lesquels la technologie zoratienne était basée avaient des similitudes surprenantes avec l'intuition humaine. Par exemple,
lorsque Marcus a décrit la méthode de résolution de problèmes de la Terre à travers des modèles physiques et des démonstrations tactiles. Les experts zoratiens ont réagi avec enthousiasme au lieu de leur réserve habituelle. La fascination de la princesse Elra pour les innovations mécaniques de la Terre grandissait alors qu'elle travaillait avec Marcus. Cependant, cette fascination s'accompagnait de son lot de défis, mettant à l'épreuve l'adaptabilité des deux espèces. Les préoccupations concernant le flou entre les interactions officielles et personnelles ont été exprimées par les traditionalistes des deux côtés et des diplomates de haut rang de Zorath ont tenté d'intervenir en proposant de nouveaux chefs de délégation, mais la princesse Elra est restée inflexible, maintenait sa position sans fléchir. Ses motifs bioluminescents qu'elle avait auparavant contrôlés avec soin révélaient désormais fréquemment son état émotionnel, remettant en question les notions bien établies du comportement royal approprié. L'équipe humaine a également traversé des débats internes similaires. Certains étaient enthousiasmés par la nouvelle dynamique, tandis que d'autres étaient préoccupés par la création d'un précédent. Les comptes rendus officiels des réunions ont révélé des niveaux de coopération sans précédent, mais ils ont également mis en lumière des instances où des sentiments personnels semblaient influencer la prise de décision. Marcus, qui jonglait entre ses responsabilités techniques et la réaction de la princesse, a déclenché un échange culturel plus large, les jeunes Zoratiens, de la délégation imitant son approche plus ouverte, et les membres de l'équipe humaine, adoptant des éléments de la communication non-verbale zoratienne. Il restait d'un souvent tard pour s'assurer que les limites professionnelles étaient maintenues, même si les limites sociales continuaient de se dissoudre. Les couloirs de la station bourdonnaient de conversations hybrides à la fois langage parlé et expression bioluminescente, créant une nouvelle lingua franca qui reliait leurs langues. Ce développement organique a remis en question les théories longtemps tenues sur la communication interespèces, en impliquant que l'émotion sincère plutôt que la diplomatie soigneusement élaborée pourrait être plus efficace. Cependant, sous ces changements superficiels, il y avait des implications plus profondes. L'incapacité de la princesse à maintenir sa distance diplomatique habituelle a jeté le doute sur les structures sociales zoratiennes et l'essence de leur monarchie. Ces changements involontaires de couleur et ces rougissements persistants laissaient entrevoir des vulnérabilités sociales qui, à mesure que la mission avançait, Marcus et Elra se retrouvaient au cœur d'une expérience qu'aucun d'eux n'avait planifiée. Alors qu'ils testaient les limites de la compréhension interespèce par la coopération technique et l'expression émotionnelle sans réserve, leurs interactions soigneusement observées par les deux parties prenaient des tournures surprenantes à chaque rencontre. Les hypothèses des participants humains sur la psychologie extraterrestre et l'universalité des réponses émotionnelles ont également été remises en question. Progressivement, les négociations commerciales de minéraux de la mission ont été mises de côté, alors que Marcus et la princesse Elra luttaient avec les implications de leur nouvelle connexion. Leurs relations évoluaient de manière complexe et lors des démonstrations techniques, lorsque Marcus expliquait des concepts d'ingénierie avec son approche pratique caractéristique, les motifs bioluminescents de la princesse Elra se synchronisaient avec ses gestes provoquant un effet accidentel. Mais pendant qu'il expliquait les choses, les magnifiques visuels éveillaient l'intérêt tant des humains que des Zoratiens qui menaient des études improvisées sur la manière dont les réponses émotionnelles pouvaient améliorer la communication interespèces. Leurs interactions étaient une délicate valse entre le besoin professionnel et l'attraction romantique. Elijah gardait son calme dans les situations formelles, mais elle ne pouvait s'empêcher de chercher Marcus dans la foule, sa peau irisée changeant subtilement de couleur pour exprimer un mélange d'excitation et de nervosité. Marcus, dont la personnalité habituellement décontractée devait changer face aux complexités de la cour de l'interespèce, apprit à déchiffrer les vocalisations harmoniques et les changements de couleur de la princesse, développant une compréhension intuitive de ses humeurs qui allait au-delà des systèmes de traduction. Pendant les pauses, elle trouvait des excuses pour visiter son poste de travail où elle posait des questions détaillées sur la technologie terrestre qui finissaient par se transformer en interrogations plus personnelles sur les coutumes et les émotions humaines. Le statut royal d'Elira nécessitait des protocoles stricts qui entraient parfois en conflit avec son attachement croissant à Marcus. Elle s'engageait brièvement dans la conversation avant de se retirer brusquement lorsqu'on lui rappelait sa position, tandis que les silences partagés
transmettait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Il remarqua qu'en ralentissant ses schémas de parole et en accentuant des phrases spécifiques, il pouvait créer des harmoniques qui semblaient résonner avec le style de communication de son espèce. La compréhension remarquable des principes d'ingénierie d'Elyra leur a permis de travailler ensemble sur des modifications de l'arrêt de communication où ils pouvaient se concentrer sur des objectifs communs tout en construisant progressivement la confiance. Marcus, habitué à des relations humaines plus simples, avait du mal à naviguer entre le respect de ses limites et la recherche de la connexion qu'ils désiraient tous les deux clairement. Leur collaboration technique offrait un espace sûr pour que ces interactions se développent. Grâce à leurs compétences complémentaires, ils ont pu réaliser des percées que l'un ou l'autre n'aurait pu accomplir seul. Cette synergie professionnelle reflétait leur lien personnel croissant, mais des problèmes persistaient encore. Les anciens Zoratiens étaient préoccupés par l'état émotionnel de la princesse, et les traditionalistes des deux délégations exprimaient ouvertement leur désapprobation quant à l'inadéquation de leurs interactions. Affiche alors que les responsables humains s'inquiétaient de l'impact sur les négociations formelles. Les protocoles de sécurité ont été renforcés autour de leurs interactions imposant des chaperons et la documentation de chaque rencontre. Malgré ou peut-être à cause de ces restrictions, leur connexion se renforçait à travers des regards furtifs et des messages soigneusement codés, communiqués lors de discussions techniques. La décision d'Elyra d'incorporer l'expression humaine dans ses devoirs royaux est devenue un enjeu crucial lorsqu'elle imitait, sans le savoir, les expressions faciales et les gestes de Marcus, ce qui alarma ses conseillers. Ces discours diplomatiques ont commencé à inclure des allusions aux notions humaines d'amitié et de compréhension mutuelle, s'éloignant du langage conventionnellement formel des Zoratiens. Ces changements, bien que troublants pour certains, semblaient toucher les jeunes membres des délégations qui commencèrent à imiter cette approche plus personnelle des relations d'interespèces. Pendant ce temps, Marcus peinait à comprendre l'énormité de leurs liens. Au cours de leurs interactions, la franchise inébranlable d'Elyra, même lorsqu'elle se manifestait par des rougeurs incontrôlables et des réponses harmoniques involontaires, l'a poussé à réévaluer ses préjugés sur la psychologie extraterrestre, l'expression émotionnelle et la nature de la connexion. En conséquence, leur relation s'est épanouie en un réseau complexe de la première réaction de la princesse, avait ouvert des portes que ni l'une ni l'autre espèce n'avaient su qu'elles existaient, créant des possibilités qui transcendaient leurs rôles individuels de diplomates et d'ingénieurs. Alors qu'ils naviguaient dans ce territoire inexploré, ils se retrouvaient non seulement à représenter leurs espèces, mais aussi à ouvrir la voie à un nouveau modèle de compréhension interespèce que ni l'un ni l'autre n'auraient pu anticiper lorsque leurs chemins s'étaient croisés pour la première fois. L'aboutissement de la collaboration professionnelle de l'échange culturel et de l'attraction personnelle entre Marcus etElyra a servi de fil conducteur qui a renforcé les autres. Il y avait un sentiment d'urgence indéniable dans leurs interactions quotidiennes, alors que la nouvelle se répandait que la délégation zoratienne quitterait bientôt la Terre, leur mission diplomatique touchant à sa fin. Les motifs bioluminescents de la princesse devenaient de plus en plus erratiques, oscillant entre une anticipation pleine d'espoir et une incertitude anxieuse, alors qu'elle luttait avec le poids de laisser derrière elle le lien qu'elle avait formé. Pendant ce temps, Marcus se retrouvait occupé par ses propres préoccupations, travaillant sans relâche sur des projets collaboratifs dans l'espoir de prolonger leur temps. Ensemble, il découvrit que le réseau de communication auquel il avait contribué à la construction s'était transformé en plus qu'un simple accomplissement technique. Elle était devenue une représentation de leurs liens, capable de traiter non seulement le langage, mais aussi les émotions complexes qui circulèrent entre eux. Chaque ajustement qu'il apportait au système ressemblait à une ultime tentative de s'accrocher à quelque chose d'intangible mais de crucial. Alors que la station bourdonnait d'anticipation pour la cérémonie d'adieu, il ressentit une montée d'émotion en continuant à la construire. Mais sous toute cette activité de surface, il restait encore beaucoup de questions sans réponse. Les deux délégations avaient remarqué un changement dans la dynamique de leurs relations et des rumeurs d'une possible crise diplomatique avaient commencé à circuler. Une connexion entre les humains et les Zoranes pouvait-elle survivre aux énormes distances entre leurs mondes? Le nouveau comportement d'Elyra aurait-il un impact sur la politique des Zoranes? Comment le gouvernement de la Terre percevrait-il ce développement sans précédent dans les relations interespèces?
À mesure que les jours se terminaient, Marcus et Elra prenaient des mesures de plus en plus inventives pour passer du temps de qualité ensemble. Lors des inspections techniques, ils traînaient dans les couloirs de maintenance, échangeant des émotions silencieuses et des discussions techniques basées sur le toucher. Les attendants de la princesse, qui avaient auparavant été très prudents pour suivre le protocole, choisirent maintenant d'ignorer ces rencontres, réalisant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Néanmoins, Elra subissait une pression croissante de toutes parts, et des diplomates de haut rang de Zarateya mettaient en garde contre un possible trouble si son attachement émotionnel devenait public. La demande d'Elra pour une réunion non annoncée avec la direction diplomatique de la Terre a atteint un point critique. Elle a communiqué sa demande par les voies officielles, mais il y avait des indications claires qu'elle était préoccupée par l'impact potentiel sur les futures missions diplomatiques et par la réalisation inconfortable que leur système soigneusement construit pour l'interaction interespèces n'était pas préparé à gérer des connexions émotionnelles authentiques. Marcus observait ces motifs bioluminescents passer par des séquences complexes qui semblaient refléter son combat intérieur alors qu'elle se préparait à cette confrontation. L'issue de cette rencontre déterminerait non seulement leur futur personnel, mais aussi la manière dont leurs espèces abordaient les relations interespèces. Avec le départ imminent, Elra et Marcus comprenaient que leurs prochaines actions définiraient non seulement leur destin, mais aussi. Alors qu'ils se tenaient au bord de la décision, la route devant eux était obscurcie par des inconnus, avec lesquels ni la science ni la diplomatie n'avaient jamais eu à traiter auparavant, affectant non seulement leurs désirs personnels, mais aussi les protocoles diplomatiques, les attentes culturelles et les bases mêmes de la compréhension interespèce qu'ils avaient aidé à établir.